La pluie tombait en rideaux épais, martelant les parapluies noirs comme un chant funèbre. Lina, 8 ans, serrait la main de son père, ses petits doigts tremblants dans sa paume calleuse. Devant eux, le cercueil de sa mère descendait lentement dans la terre détrempée, chaque pelletée de boue résonnant comme un adieu. Lina ne comprenait pas tout, pas encore. Elle savait juste que maman ne reviendrait plus jamais lui chanter une berceuse, essuyer ses larmes, ou lui murmurer qu'elle était sa petite étoile. « Papa, pourquoi elle dort sous la terre ?» demanda-t-elle, sa voix brisée par le vent glacé. Paul, son père, les yeux rougis et les joues creusées par des nuits sans sommeil, resta muet un instant. Il passa une main dans ses cheveux blonds ébouriffés, cherchant des mots qu'il n'avait pas. « Elle est partie, ma chérie. Mais elle veille sur toi, d'en haut. » Lina hocha la tête, confuse, ses bottes boueuses enfoncées dans le sol. Elle voulait croire papa, mais tout ce qu'elle ressentait, c'était un vide glacial là où l'amour de sa mère avait toujours été, un vide qui semblait engloutir tout ce qu'elle était. Les mois qui suivirent furent comme un brouillard épais, un purgatoire silencieux. La maison, autrefois vibrante de rires, de chansons et d'odeurs de gâteaux au citron, devint une coquille vide. Les murs, tapissés de fleurs fanées choisies par sa mère, semblaient se refermer sur Lina. Elle passait ses soirées seule dans sa chambre, entourée de jouets qu'elle ne touchait plus, serrant contre elle son ours en peluche, Monsieur Nounours, comme s'il pouvait combler le silence. « Maman me manque », chuchotait-elle, caressant son pelage usé. « Pourquoi t'es pas là pour me faire des câlins ?» Monsieur Nounours ne répondait pas, mais ses yeux de verre semblaient comprendre. Paul, lui, s'enfonçait dans son travail à l'usine. Il rentrait tard, les épaules voûtées sous le poids du chagrin, des factures, et d'une solitude qu'il n'avouait jamais. Il essayait de sourire pour Lina, de lui préparer des tartines de confiture, de lui demander comment s'était passée l'école. Mais ses yeux trahissaient une douleur qu'il ne pouvait masquer, et ses sourires étaient comme des éclats de verre, fragiles et tranchants. Un soir, il s'assit avec elle sur le canapé, une tasse de chocolat chaud entre les mains. La lumière blafarde de la lampe jetait des ombres sur son visage fatigué. « Lina, je sais que c'est dur sans maman. Mais on va s'en sortir, toi et moi. D'accord ?» Lina, blottie contre lui, hocha la tête. « D'accord, papa. » Elle aimait ces moments rares où il était là, vraiment là, où elle pouvait presque sentir l'ancienne chaleur de leur foyer. Mais ces instants devinrent de plus en plus rares. Paul plongea encore plus dans son travail, partant avant l'aube, rentrant après la nuit. Lina apprit à se débrouiller seule, elle préparait son petit déjeuner, mettait ses vêtements dans la machine, faisait ses devoirs sur la table bancale de la cuisine. Elle ne se plaignait pas. Elle voulait être une bonne fille, celle que papa méritait, celle que maman aurait été fière de voir. Un an après la mort de sa mère, une nouvelle lumière sembla s'allumer dans les yeux de Paul. Il rencontra Élodie dans un café où il prenait son café noir, celui qu'il buvait pour rester éveillé. Élodie était serveuse, une femme élégante aux cheveux noirs brillants, au sourire éclatant, et à la voix douce comme un murmure de printemps. Elle savait écouter, poser des questions, rire à ses blagues fatiguées. Pour Paul, elle était une bouée dans un océan de désespoir. « Lina, j'ai quelqu'un à te présenter », annonça-t-il un jour, une lueur d'espoir dans les yeux, une lueur que Lina n'avait pas vue depuis longtemps. Élodie entra dans leur maison comme une brise d'été, apportant des fleurs, des gâteaux, et des promesses d'un avenir meilleur. « Oh, Lina, tu es adorable », dit-elle en lui tendant un petit cupcake décoré d'une étoile en sucre. « On va bien s'entendre, tu verras. » Lina, intimidée, sourit timidement, ses joues rosissant sous la tension. Élodie semblait gentille, et papa était heureux, vraiment heureux. Ses épaules semblaient moins lourdes, son rire moins forcé. Peut-être que tout irait mieux maintenant. Peut-être que cette femme pourrait combler le vide, ramener la chaleur dans leur maison. Quand Élodie emménagea, tout changea, mais pas comme Lina l'avait espéré. Les meubles furent réarrangés, les rideaux remplacés, les photos de maman reléguées dans un tiroir poussiéreux. Lina observait tout cela depuis sa chambre, serrant Monsieur Nounours contre elle, son cœur battant d'une peur qu'elle ne comprenait pas. Au début, Élodie était douce devant Paul. Elle cuisinait des plats savoureux, poulet rôti ou tarte aux pommes, et riait à ses histoires d'usine. Elle embrassait Lina sur le front, lui achetait des barrettes colorées, lui disait «
tu es une petite princesse, tu sais. Paul rayonnait, convaincu qu'il avait retrouvé une famille. Mais dès que la porte se refermait derrière lui, dès que la camionnette de l'usine disparaissait au coin de la rue, le masque d'Élodie tombait, révélant un visage dur, des yeux froids comme l'acier. Un matin, Lina renversa son lait par accident, un filet blanc coulant sur la table en bois. Élodie, qui rangeait la cuisine, se retourna brusquement, ses lèvres pincées. « Regarde ce que tu as fait, petite maladroite. Nettoie ça tout de suite. » Sa voix était tranchante, comme un éclat de verre. Lina, les joues brûlantes, attrapa une serviette avec des mains tremblantes. « Je suis désolée, Élodie. »« Désolée ne suffit pas, » rétorqua-t-elle, ses yeux plissés. « Tu es toujours dans mes pattes, à tout salir, à tout gâcher. » Lina baissa la tête, le cœur battant à tout rompre. Elle ne comprenait pas pourquoi Élodie était si différente quand papa n'était pas là, pourquoi ses mots faisaient si mal. Elle nettoya la table en silence, chaque frottement de la serviette résonnant comme un reproche. Les jours devinrent des semaines, et la cruauté d'Élodie s'intensifia, comme une tempête qui gagne en force. Elle trouvait toujours une raison de punir Lina, une assiette mal lavée, un jouet oublié sur le canapé, un regard jugé insolent. Les corvées s'accumulaient, frotter le sol, ranger le linge, nettoyer la salle de bain jusqu'à ce que ses petites mains soient rouges et douloureuses. « Tu ne sers à rien », lançait Élodie, sa voix basse mais venimeuse. « Pourquoi es-tu toujours là, à traîner comme un boulet ?» Lina obéissait, la tête baissée, espérant qu'un jour, peut-être, Élodie redeviendrait la femme douce du début, celle qui lui offrait des cupcakes. Mais chaque jour apportait une nouvelle blessure. Un soir, Lina tenta de faire ses devoirs dans la cuisine, son crayon grattant le papier avec application. Élodie entra, furieuse, ses talons claquant sur le carrelage. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu salis tout avec tes crayons. »« Mais... papa a dit que je pouvais. » balbutia Lina, sa voix tremblante. « Ton père n'est pas là, alors c'est moi qui décide, » cria Élodie, arrachant le cahier de ses mains. Sous les yeux horrifiés de Lina, elle déchira les pages en deux, les feuilles tombant comme des plumes brisées. « Va dans ta chambre, et pas de dîner ce soir. » Lina courut à l'étage, des larmes brûlant ses joues, son estomac noué par la faim et la peur. Elle s'enferma dans sa chambre, s'assit sur son lit, et sortit la photo de sa mère cachée sous son oreiller. C'était une vieille photo, un peu froissée, où sa mère riait, ses cheveux blonds dansant dans le vent. « Maman, aide-moi » murmura Lina, ses larmes tombant sur le papier. « Pourquoi t'es partie ? Pourquoi je suis toute seule ?» Paul ne voyait rien. Absorbé par son travail, il rentrait tard, épuisé, les vêtements imprégnés d'une odeur d'huile et de métal. Élodie l'accueillait avec des baisers, un verre de vin, et des mensonges mielleux. « Lina a été difficile aujourd'hui » soupirait-elle, jouant avec une mèche de cheveux. « Elle ne m'écoute pas, tu sais. » Paul fronçait les sourcils, fatigué. « Lina, il faut obéir à Élodie, d'accord ? » « Oui, papa, » répondait Lina, la gorge nouée, ses yeux évitant les siens. Elle voulait lui dire la vérité, crier que Élodie la blessait, qu'elle avait peur, qu'elle ne mangeait pas à sa faim. Mais quelque chose la retenait, une peur viscérale, et si papa ne la croyait pas ? Et si Élodie avait raison, si elle était vraiment une mauvaise fille, inutile, un fardeau ? Un soir, Paul remarqua une marque violette sur le bras de Lina, un bleu en forme de doigt. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, inquiet. Élodie, rapide comme l'éclair, répondit avant que Lina ne puisse parler. « Elle est tombée dans la cour, la pauvre. Tu sais comme elle est maladroite. » Paul hocha la tête, convaincu, son front plissé par l'épuisement. Lina baissa les yeux, un cri silencieux coincé dans sa poitrine, un cri qu'elle n'osait pas laisser sortir. La douleur de Lina s'amplifiait, chaque jour creusant un peu plus profond dans son cœur. Élodie devenait plus audacieuse, plus cruelle. Elle la privait de repas pour des infractions mineures, tu as laissé une miette sur la table, pas de déjeuner. Elle la forçait à rester debout des heures pour apprendre la discipline, ses petites jambes tremblant sous la fatigue. Parfois, quand Lina pleurait, Élodie la saisissait par le bras, ses ongles s'enfonçant dans sa peau. « Arrête de geindre, ou je te donne une vraie raison de pleurer. »
Lina apprit à ravaler ses larmes, à se faire petite, invisible. Elle vivait dans l'ombre, une ombre qui grandissait à mesure qu'Élodie prenait possession de la maison, de son père, de sa vie. À l'école, elle restait silencieuse, évitant les regards des autres enfants. Ses vêtements, trop grands et usés, cachaient les bleus sur ses bras, mais pas la tristesse dans ses yeux. Une maîtresse, Madame Claire, remarqua son changement, sa façon de sursauter au moindre bruit, de cacher son déjeuner comme si elle craignait qu'on le lui prenne. « Lina, tout va bien à la maison ?» demanda-t-elle un jour, sa voix douce. Lina hocha la tête, les lèvres scellées. Elle voulait parler, mais la peur était plus forte, une peur qui murmurait qu'Élodie le saurait, qu'elle serait punie encore plus durement. Un soir, après une punition particulièrement cruelle, Élodie l'avait enfermée dans le placard pendant 2 heures pour avoir renversé un verre d'eau. Lina s'effondra sur son lit, tenant la photo de sa mère. Ses larmes coulaient en silence, mouillant le papier. « Maman, pourquoi t'es partie ?» murmura-t-elle. « Je veux être avec toi. » Elle ferma les yeux, imaginant les bras de sa mère autour d'elle, son parfum de lavande, sa voix chantant une vieille comptine. Mais quand elle rouvrit les yeux, il n'y avait que le silence, et la peur d'un nouveau lendemain. C'est alors que Madame Bérard entra dans sa vie, comme une lueur dans l'obscurité. Madame Bérard vivait dans la maison d'Alexandrave-Côté, une petite bâtisse aux volets bleus et au jardin rempli de roses. C'était une vieille dame aux cheveux gris noués en chignon, aux yeux perçants mais pleins de chaleur. Elle avait toujours un mot gentil pour Lina, un biscuit à offrir, une histoire à raconter. Depuis quelques mois, elle avait remarqué des choses, la façon dont Lina marchait, les épaules voûtées, comme si elle portait le poids du monde, son regard éteint, ses joues creuses, les bleus qu'elle cachait sous des manches trop longues. Elle voyait les vêtements usés de Lina, toujours les mêmes, et son air de chien battu quand elle rentrait de l'école. Un après-midi, alors que Lina passait devant sa maison, traînant son cartable, Madame Bérard l'appela. « Lina, viens donc boire un thé avec moi. J'ai fait des cookies, ils sont encore chauds. » Lina hésita, jetant un regard nerveux vers sa maison. Élodie lui avait interdit de parler aux voisins, mais l'odeur sucrée des cookies et le sourire de Madame Bérard étaient trop tentants. Elle entra, intimidée, dans un salon qui semblait tout droit sorti d'un conte, coussins moelleux, napperon en dentelle, lumière tamisée d'une lampe à franges. « Comment vas-tu, ma petite ?» demanda Madame Bérard, posant une assiette de cookies devant elle. Lina, fixant ses mains, murmura « Bien ». Mais sa voix tremblait, et ses doigts serraient l'ourlet de son pull comme pour s'ancrer. Madame Bérard ne la pressa pas. Elle lui parla de son enfance, de ses propres chagrins, de la guerre qu'elle avait vécue petite. « Tu sais, parfois, les gens qu'on aime ne voient pas tout. Mais il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui écoute. » Lina leva les yeux, surprise. Quelque chose dans la voix de Madame Bérard, dans son regard, lui donna envie de parler. Mais elle se tut, la peur encore trop forte. Les jours suivants, Madame Bérard trouva des prétextes pour voir Lina. Elle l'invitait à arroser ses roses, à nourrir son vieux chat, à écouter des histoires. Elle lui raconta un jour sa propre belle-mère, une femme dure qui l'avait fait souffrir. « Moi aussi, j'avais peur de parler », confia-t-elle, ses mains ridées serrant une tasse de thé. « Mais un jour, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a écoutée, et ça a tout changé. » Lina, les yeux écarquillés, murmura « Vraiment ?» « Oui », répondit Madame Bérard avec un sourire triste. « Parfois, il faut juste trouver la bonne personne. » Ce jour-là, Lina sentit quelque chose se fissurer en elle, comme une digue prête à céder. Elle rentra chez elle, le cœur battant, partagé entre l'espoir et la terreur. Une semaine plus tard, tout bascula. Élodie, furieuse après avoir trouvé une tache sur le tapis, punit Lina en la privant de dîner et en l'obligeant à frotter le sol jusqu'à minuit. Lina, épuisée, s'effondra dans sa chambre, ses mains tremblantes et ses yeux brûlants de larmes. Elle entendit la porte d'entrée claquer. Paul venait de rentrer. Élodie changea immédiatement de ton, sa voix devenant mielleuse. « Oh, chérie, quelle journée !» Lina a encore fait des bêtises, mais ne t'inquiète pas, je gère. Paul marmonna quelque chose, trop fatigué pour creuser. Lina, cachée dans sa chambre, serra Monsieur Nounours contre elle, son cœur hurlant de douleur. Le lendemain,
Madame Bérard l'attendait à la sortie de l'école. Lina, ma chérie, viens avec moi. Lina, épuisée, suivit sans réfléchir. Dans le salon chaleureux, Madame Bérard s'assit près d'elle, posant une main douce sur son épaule. Lina, je vois que quelque chose ne va pas. Tu peux me parler. Je te promets que je t'écouterai. Lina hésita, son regard allant de la tasse fumante à la photo de sa mère qu'elle serrait dans sa poche. Puis, en croisant les yeux bienveillants de Madame Bérard, elle sentit une chaleur l'envahir, comme un rayon de soleil après une longue nuit. Les mots sortirent comme un torrent, d'abord hésitants, puis désespérés. Élodie, elle est méchante avec moi. Elle me crie dessus, elle me frappe parfois. Elle dit que je suis inutile, que je sers à rien. Elle me laisse pas manger, et j'ai peur tout le temps. Ses larmes coulaient, brûlantes, et sa voix se brisa. J'ai essayé de le dire à papa, mais il la croit, elle. Et si je parle, elle va être encore plus méchante. Madame Bérard l'enlaça, son cœur se serrant. Tu n'es pas inutile, Lina. Tu es une petite fille courageuse, et tu n'es plus seule. Je te le promets. Madame Bérard agit vite. Elle contacta les services sociaux, expliquant tout ce que Lina lui avait raconté, décrivant les bleus, la faim, la peur. Elle insista pour qu'ils agissent immédiatement. Mais ce n'était pas tout. Par un hasard du destin, un autre témoin entra en scène, Marc, le mari d'Élodie. Car Élodie, avant de s'installer avec Paul, était mariée à Marc, un homme discret qui vivait encore dans la ville voisine. Leur mariage s'était effondré à cause de son comportement manipulateur, mais ils n'avaient jamais officiellement divorcé. Marc, qui avait entendu des rumeurs sur la nouvelle vie d'Élodie, avait commencé à poser des questions. Quand il apprit par un ami commun qu'Élodie vivait avec un homme et sa fille, il décida de creuser. Il rendit visite à Paul un soir, sous prétexte de récupérer des affaires qu'Élodie avait laissées. En voyant Lina, il remarqua immédiatement son air terrifié, ses bras maigres, les marques qu'elle tentait de cacher. Marc connaissait Élodie, sa cruauté, ses colères cachées. Il avait lui-même subi ses manipulations, ses crises, et il savait qu'elle était capable du pire. Paul, il faut qu'on parle, dit Marc, son visage grave, après qu'Élodie fut sortie faire des courses. Paul, surpris, le fit entrer. Qu'est-ce qui se passe? C'est à propos d'Élodie, répondit Marc, sa voix basse. Je suis son mari, oui, son mari. Elle ne t'a jamais dit qu'on n'était pas divorcés, pas vrai? Paul pâlit, abasourdi. Quoi? Marc continua, implacable. Élodie a toujours été manipulatrice. Mais ce n'est pas tout. J'ai vu ta fille, Paul. Elle est terrifiée, maigre, couverte de bleu. Je connais Élodie, et je sais ce qu'elle fait quand elle pense que personne ne regarde. Elle maltraite Lina, n'est-ce pas? Paul secoua la tête, incrédule. Non, elle ne ferait pas ça. Lina est juste maladroite, elle tombe souvent. Mais ses mots sonnaient creux, et une peur froide monta en lui. Marc le fixa, ses yeux sombres pleins de colère contenue. Écoute-moi. J'ai vu ce qu'Élodie peut faire. Elle m'a menti, manipulé, humilié pendant des années. Et maintenant, elle s'en prend à ta fille. Si tu ne me crois pas, demande à Lina. Mais fais-le quand Élodie n'est pas là. Ce soir-là, Paul attendit qu'Élodie soit endormie. Il monta dans la chambre de Lina, son cœur battant à tout rompre. Elle était recroquevillée sur son lit, serrant sa photo de sa mère. Lina, ma chérie, murmura-t-il, s'asseyant près d'elle. Dis-moi la vérité. Est-ce qu'elle te fait du mal? Lina leva les yeux, terrifiée, mais en voyant le regard brisé de son père, elle sentit qu'elle pouvait enfin parler. Oui, papa, chuchota-t-elle, ses larmes coulant. Elle me crie dessus, elle me frappe, elle me laisse pas manger. J'ai peur tout le temps. Paul sentit son monde s'effondrer. Comment avait-il pu être si aveugle? Comment avait-il laissé sa petite fille souffrir sous son propre toit? Il la prit dans ses bras, ses propres larmes tombant sur ses cheveux. Je suis désolé, Lina. Je te promets que ça va s'arrêter. Le lendemain, Paul confronta Élodie dans le salon, sa voix tremblante de rage. C'est fini, Élodie.
Je sais tout. Les bleus, la faim, la peur. Comment as-tu pu faire ça à ma fille? Élodie, prise au dépourvu, tenta de jouer l'innocente. Quoi? C'est Lina qui ment. Elle veut me faire passer pour la méchante. Elle est jalouse, Paul, tu ne vois pas? Mais Paul, pour la première fois, ne l'écouta pas, sors de cette maison. Maintenant. Élodie cria, protesta, lança des insultes, mais il resta inflexible. Elle partit, claquant la porte, laissant un silence lourd derrière elle. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Marc, déterminé à empêcher Élodie de nuire à nouveau, porta plainte contre elle pour maltraitance, apportant des preuves de son comportement passé et des témoignages de voisins qui avaient vu Lina souffrir. Madame Bérard, de son côté, témoigna auprès des services sociaux, décrivant chaque détail que Lina lui avait confié. Les autorités, alertées par ces accusations croisées, enquêtèrent rapidement. Élodie fut arrêtée dans un appartement miteux où elle s'était réfugiée. Lors de son procès, elle tenta de nier, de manipuler, mais les preuves étaient accablantes, les bleus sur les bras de Lina, les témoignages de Madame Bérard et de Marc, les rapports des services sociaux. Le juge, une femme aux yeux sévères, prononça la sentence, 3 ans de prison pour maltraitance infantile. Élodie, menottée, lança un regard venimeux à la salle, mais personne ne la défendit. Lina, présente au fond de la salle avec son père, baissa les yeux, un mélange de soulagement et de tristesse dans le cœur. Paul et Lina commencèrent à reconstruire leur vie, pas à pas. Paul quitta son travail à l'usine pour un emploi de jour, déterminé à être un père présent. Il emmena Lina chez une thérapeute, une femme douce qui l'aida à mettre des mots sur sa douleur, à comprendre qu'elle n'était pas coupable. Madame Bérard devint une figure constante, une grand-mère de cœur qui apportait des cookies, des histoires, et une écoute sans faille. Lina, peu à peu, retrouva son sourire. Elle se remit à dessiner, à rire, à parler sans peur. Elle apprit que le silence, celui qu'elle avait gardé si longtemps, était parfois plus douloureux que la vérité. 2 ans plus tard, elle écrivait dans un journal, assise sous un arbre dans le jardin de Madame Bérard. « Maman, je vais bien maintenant ?» murmura-t-elle, levant les yeux vers le ciel. « Et je sais que tu es fière de moi. » La douleur était encore là, tapie dans un coin de son cœur, mais elle s'effaçait doucement, comme une ombre sous le soleil. Lina avait trouvé sa voie, et avec elle, la lumière.